vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Le président de la République de retour ce soir au pays après une visite d'État de quelques jours en République populaire de Chine. Nos pèlerins commencent à se rendre à la Mecque après un séjour à Médine où ils ont accompli les 40 prières. Deuxième journée d'échange entre les chefs d'état-major des armées de l'air africaines et leurs collègues américains sur l'expérience de notre pays dans la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott tout à l'heure en provenance de la République populaire de Chine après y avoir effectué une visite d'État d'une semaine. Le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Yahya Ullah Hadzamin, des membres du gouvernement ainsi que par son chef d'état-major particulier, son directeur adjoint de cabinet, du wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et du chargé d'affaires de l'ambassade de Chine à Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République était accompagné de Madame Mariam Bint Ahmed, dite Tekber, première dame, et d'une importante délégation. Nos pèlerins commencent à quitter Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour la Mecque, dans laquelle ils entameront le pèlerinage. Le premier contingent de nos pèlerins a de fait quitté Médine aujourd'hui à bord de bus affrétés spécialement pour leur transport. De l'avis des pèlerins qui se sont confiés à notre envoyé spécial Mokhtar Mohamed Ali, le séjour à Médine s'est déroulé dans de bonnes conditions. Depuis que notre arrivée ici à Médine, on a été très bien encadré par l'équipe d'accompagnement. Bon, on fait ce matin, Inch'Allah, route vers notre destination finale qui est la Mecque, Inch'Allah. On espère accomplir un Hajj vraiment parfait, pacifié. Ça. Bon, on est arrivé à la Médine, ça fait à peine 12 jours. On était bien accueillis et Inch'Allah, aujourd'hui, on est pour destination la Mecque. Et ça a été bien passé et on était bien accueillis par la commission et on n'a pas de problème. Nous allons à présent à Sélibabi, capitale du Guidimara, nouvelle étape de la visite d'information du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. La ville abrite des chantiers exécutés par ce département, notamment des écoles et des édifices publics sur lesquels le ministre est informé de leur niveau d'avancement avant d'exhorter les responsables des entreprises en charge de leur exécution à respecter les critères définis dans le cahier des charges. Abdullah Damaba. Au cours de cette visite au niveau de la wilaya de Guidimara, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sidi Ould Zeyn, s'est rendu au stade municipal de cette ville en cours d'exécution. Cette infrastructure sportive édifiée au niveau de cette ville est composée de tribunes, de vestiaires, de toilettes, entre autres. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'est rendu au sein de ces différents compartiments où il a eu à recevoir des explications sur l'évolution de ce chantier. Après cette infrastructure sportive, Sidi Ould Zeyn a visité le chantier du collège et lycée de Sélibabi. Ces deux établissements sont en cours de construction et les travaux doivent prendre fin selon les délais vers la fin du premier trimestre de l'année 2016. Toujours dans le cadre de ces déplacements à Sélibabi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a tenu une réunion en présence du wali de cette wilaya. Cette rencontre a permis de passer en revue toutes les questions liées au chantier en cours au niveau de cette zone. Ici
Ici à Nouakchott, le ministre de l'Équipement et des Transports a, lui, effectué une visite d'information à l'aéroport international Tounsi où les travaux sont entrés dans leur dernière phase. C'est le constat fait par Mohamed Oulhouna qui a visité les différentes structures de ce nouvel aéroport international d'une capacité d'accueil de 2 millions de passagers. Babacar Ndiaye. Voici les premières images de l'aéroport international Tounsi au tout début du lancement du projet. Des images diffusées en présence du ministre des Transports et de l'Équipement, Mohamed Oulhouna, en visite sur les lieux. Peu après, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu dans différentes infrastructures de l'aéroport, des bâtiments administratifs du centre de contrôle régional, au radar de surveillance en passant par la centrale électrique équipée de 2 groupes électrogènes d'une capacité de 650 kV. Dans une déclaration à l'issue de sa visite, le ministre de l'Équipement et des Transports a exprimé sa satisfaction sur le déroulement des travaux de l'aéroport qui touchent à leur fin. Il a demandé à l'entreprise chargée de réaliser l'aéroport de respecter les délais avant de louer l'expertise et la compétence de la main-d'œuvre nationale, ainsi que le dévouement des travailleurs dans l'exécution des différentes composantes de cette infrastructure. Situé à 20 km de Nouakchott, l'aéroport international Tounsi est construit sur une superficie de 18 000 m² et comprend 2 pistes d'atterrissage de 3,4 km et 2,6 km de long pouvant recevoir de gros avions comme l'Airbus 380 et l'Airbus 780. Les travaux de construction de cet aéroport qui peut recevoir plus de 2 millions de voyageurs seront achevés avant la fin de cette année. Autre visite, celle effectuée par la ministre de l'Élevage dans les directions du développement des filières animales et des politiques de suivi, de coopération et d'évaluation. Vatmaval Lamit Soina a saisi l'occasion de cette visite pour souligner l'importance de la mise en place d'un système de coordination entre les différentes directions relevant de son département. Moussa Ndiaye. Cette étape de la visite de la ministre de l'Élevage, Mme Vatmaval Soina, aux directions de développement des filières animales, des politiques de suivi et évaluation et à l'inspection générale interne, constitue l'une des étapes les plus importantes de sa visite d'information et de prise de contact avec les différents responsables de son département. Au cours de cette activité, Mme la ministre s'est informée sur plusieurs dossiers, où elle a reçu des explications sur les missions, sur l'organigramme, sur la situation du personnel et sur l'état d'avancement de toutes les activités. Livrant ses impressions en marge de cette visite, Mme Vatmaval Soina, ministre de l'Élevage, a déclaré que cette visite avait comme objectif de s'informer sur les missions de différentes structures visitées, tout en prenant en considération les répercussions de toutes ces missions sur les éleveurs mauritaniens. Elle a ajouté qu'au cours d'une séance d'échange et de partage avec les techniciens du département, elle a présenté ses recommandations afin que le département s'appuie sur l'efficacité. Avant de clôturer sa visite d'information et de prise de contact avec les différents responsables des directions de développement des filières animales, des politiques de suivi et évaluation et de l'inspection générale interne au ministère de l'Élevage, Mme Vatmaval Soina, ministre de l'Élevage, a tenu une réunion avec les principaux responsables et personnels de ces structures, où elle a déclaré qu'elle ne ménagera aucun effort pour soutenir, encourager et suivre tout ce qui est possible dans l'exercice de leur mission en vue d'accompagner les efforts des uns et des autres. Une occasion pour les différents responsables de ces structures de présenter à Mme Vatmaval Soina, ministre de l'Élevage, des exposés sur les activités de leur direction, sur leurs missions et sur leurs projets et programmes dans le but d'améliorer le rendement du département de l'élevage en Mauritanie à travers leur savoir-faire.
Les travaux de la 5e conférence des chefs d'état-major des armées de l'air en Afrique se poursuivent au Palais des Congrès pour la 10e journée consécutive. Ce matin, les participants ont suivi un exposé portant sur l'expérience de notre pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et sur les performances de notre armée de l'air. Melika Naqli. Les chefs d'état-major des armées de l'air en Afrique participent aux travaux de la 5e conférence des chefs d'état-major avec la participation des commandants de l'armée de l'air américaine en Europe et en Afrique ont effectué une visite à l'état-major national des armées. Dans la salle de conférence au centre de commandement et de planification des opérations, les participants ont assisté à la présentation faite par le commandant Mohamed Amin Oulemin, commandant adjoint du centre de commandement et de planification des opérations. Cet exposé a porté sur la situation sécuritaire de manière générale en Mauritanie. Il s'est focalisé sur la situation sécuritaire lors des attaques terroristes menées sur le territoire mauritanien au cours des dernières années. L'exposé a également mis l'accent sur la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne et les pays voisins où s'activent des groupes terroristes changeant de nom et de stratégie de temps à autre afin de couvrir leur trafic de drogue. L'exposé a souligné la stratégie sécuritaire menée par la Mauritanie basée sur la vigilance, l'observation pour éviter la polarisation des jeunes par les organisations terroristes, définissant pour la circonstance une zone militaire au nord du pays et des points de passage pour entrer au pays. Des unités militaires mobiles d'intervention rapide sur toute l'étendue du territoire national ont été formées dans le cadre d'une stratégie militaire et sécuritaire prenant en compte toutes les options et tous les développements que la guerre contre le terrorisme peut imposer. Le conférencier a indiqué également que la Mauritanie a participé à la mise en place d'un ensemble de stratégies sous-régionales et internationales de lutte contre le terrorisme, ainsi que dans de nombreux forums et rencontres internationales sur le sujet. Il a mis l'accent sur certains exemples d'opérations terrestres et aériennes exécutées par l'armée nationale contre les groupes terroristes et les bandes de trafic de drogue et des armes. L'exposé a enfin présenté des recommandations appelant au renforcement de la coopération sous-régionale et internationale et à l'appui des stratégies sous-régionales de lutte contre le terrorisme et pour les efforts de développement. À Rosso, des directeurs centraux du département de l'éducation, des directeurs régionaux et des inspecteurs suivent depuis hier une formation sur l'amélioration des capacités des responsables et des cadres du système pédagogique national. Une formation de 6 jours organisée à leur profit par la Direction des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec la Direction des projets et de la formation et l'Agence française de développement. Abdullah Damaba. 6 jours durant, les responsables de l'administration centrale et régionale du ministère de l'Éducation nationale vont être formés afin d'améliorer leurs capacités dans le cadre de l'exercice de leur mission. Cet atelier, organisé conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et l'Agence française de développement AFD, va bénéficier au cadre du système pédagogique national. Ils seront ainsi initiés au règlement en vigueur dans le cadre du renforcement des valeurs culturelles et morales et une gestion vertueuse des biens publics et des ressources humaines ainsi que de la planification. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, l'imam Cheikh Ouleri, est revenu au cours de son intervention sur les mutations intervenues dans le domaine de la connaissance ainsi que des nouveaux concepts que cela a engendrés dans les différents secteurs. L'apprentissage, poursuit-il, n'est pas lié à une période donnée, mais constitue un besoin fondamental qui suit l'être toute sa vie. Il a en outre évoqué l'intérêt qu'accorde le département de l'Éducation nationale afin d'améliorer le rendement des responsables de ces secteurs. Au cours de ces concertations entre l'administration centrale et l'administration régionale, il incombera aux directeurs centraux qu'aux directeurs régionaux, ainsi bien sûr qu'aux inspecteurs départementaux, de faire des plans d'action qui seront suivis et évalués. Vous savez aussi que cette année, c'est une année très particulière, a été annoncée année de l'éducation par le président de la République. Et les téléspectateurs et les observateurs savent très bien que le ministère, au cours de cette année,
a fait beaucoup de réalisations qui rentrent dans le cadre de cette amélioration. Je peux citer un exemple, les constructions, les formations et bien sûr la révision des programmes. Après cette cérémonie de lancement, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a planté des arbustes dans l'enceinte de cet établissement. Il a par ailleurs visité certaines écoles qui ont été envahies par les eaux de pluie. Nous vous le disions hier, le département de l'environnement et du développement durable a organisé un atelier de concertation sur la gestion intégrée du littoral et l'adaptation au changement climatique. Un atelier d'une journée qui a permis aux représentants des départements concernés par la question de l'environnement et d'autres acteurs de la société civile d'échanger sur la problématique du littoral et de formuler à terme des recommandations pour une gestion efficiente du littoral mauritanien. Plus de précisions avec Abdelrahman Hamad. Après une journée pleine de discussions et d'échanges entre les participants, l'atelier de concertation sur la gestion intégrée du littoral mauritanien et l'adaptation au changement climatique a pris fin hier soir. Au vu de l'importance du littoral mauritanien qui constitue les piliers des activités socio-économiques dans le pays, les recommandations de cet atelier ont porté essentiellement sur les moyens susceptibles de protéger ce littoral. Clôturant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Madioul Talb, a affirmé l'engagement de son département à prendre en considération les recommandations formulées à l'issue de cette rencontre dans le but de promouvoir la gestion intégrée du littoral. Le secrétaire général a par ailleurs remercié les partenaires techniques et financiers du département, notamment la Banque mondiale, pour l'appui qu'elle ne cesse pas de fournir au programme de développement supervisé par le département. Quant au représentant résident de la Banque mondiale en Mauritanie, M. Gaston Sorgo, il a fait le point sur les différents thèmes abordés au cours de cette rencontre et présenté les recommandations des participants à propos de la gestion intégrée du littoral, mais aussi à propos d'une meilleure adaptation au changement climatique. Rappelons que plus de 50 participants provenant de différents secteurs concernés par la gestion du littoral et les changements climatiques ont pris part à cette rencontre organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec la Banque mondiale. L'actualité internationale est dominée ce soir par la prise en otage du président intérimaire du Faso, Michel Kafando, et de son premier ministre, Isaac Zida, par des éléments du régiment de sécurité présidentielle. À 14h30, des militaires du RSP ont fait éruption dans la salle du Conseil des ministres et ont pris en otage le président du Faso, le premier ministre et deux ministres. La séquestration du président intervient alors que le Burkina Faso s'apprête à organiser dans moins d'un mois des élections présidentielles et législatives censées mettre à terme à la transition. Plusieurs centaines de personnes avec des sifflets et des vuvuzelas ont convergé en début de soirée dans le quartier Ouaga 2000 vers le palais présidentiel au cri de libérer Kossiam, nom du palais présidentiel, abat les RSP. Peu après 19h, des coups de feu ont été tirés par des soldats aux abords du palais présidentiel pour disperser ces centaines de manifestants. Il n'était pas possible dans l'immédiat de savoir si ces coups de feu à l'arme automatique qui se poursuivaient à 19h30 étaient à balles réelles ni s'ils ont fait des blessés. À la suite de ces tirs, les manifestants ont replié vers le centre-ville. Les émissions de Radio France Internationale et la radio privée Omega étaient par ailleurs coupées. Lundi, la Commission nationale de réconciliation et des réformes avait d'ailleurs recommandé la dissolution de cette unité de quelques 1300 hommes considérés comme la troupe la mieux formée de l'armée burkinabé. Fin juin, le RSP avait ainsi provoqué une brève crise politique en exigeant la démission du Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, également numéro 2 de ce régiment, et qui avait demandé publiquement la dissolution pure et simple du régiment avant d'y renoncer.
Après 3 jours de heurts entre Palestiniens et police israélienne autour de l'esplanade des mosquées, le calme semblait être revenu aujourd'hui alors que les festivités du Nouvel An juif se sont terminées hier soir. Depuis le début des célébrations du Nouvel An juif dimanche dernier, des policiers israéliens se sont heurtés à des hommes masqués retranchés dans la grande mosquée d'Al-Aqsa sur l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem. Ces derniers protestent contre la venue des Juifs sur l'esplanade. Les violences ont fait des blessés des deux côtés et de nombreux Palestiniens ont été arrêtés. Le Premier ministre israélien a annoncé ce mercredi le durcissement des peines contre les lanceurs de pierres palestiniens. Comme à chaque fois qu'elle est accusée d'entrer dans Al-Aqsa, ce qui est considéré comme une grande offense aux yeux des musulmans, la police israélienne a assuré ne pas avoir pénétré dans les lieux et de n'avoir fait que dégager les obstacles obstruant les portes de la mosquée pour les rabattre et enfermer les protestataires à l'intérieur. Malgré certaines divergences, les Libyens étaient plus proches que jamais d'un règlement politique qui fait l'unanimité, a déclaré hier soir à Chirkrat au Maroc le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye et le chef de la mission d'appui de l'ONU en Libye, Bernardino León, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation des derniers développements des pourparlers politiques interlibyens, a souligné qu'ils n'ont jamais été aussi proches qu'aujourd'hui d'un accord que l'ONU juge capable d'être accepté par toutes les parties. Les négociations avaient avancé dans le bon sens lors de chaque round de pourparlers, a-t-il dit, relevant que la proposition onusienne présentée aux parties il y a 2 jours ne doit donner lieu à ni vainqueur ni vaincu. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République de retour ce soir au pays après une visite d'État de quelques jours en République populaire de Chine. Nos pèlerins commencent à se rendre à la Mecque après un séjour à Médine où ils ont accompli les 40 prières. Deuxième jour d'échange entre les chefs d'état-major des armées de l'air africaines et leurs collègues américains sur l'expérience de notre pays dans la lutte contre le terrorisme et des crimes organisés. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le journal revient demain soir à la même heure et vous serez, s'il plaît à Dieu, en compagnie de Houriya Mintsmoula Idriss. D'ici là, portez-vous bien.